Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette visioconférence. J'espère que chacun a pu trouver le moyen de se connecter pour rejoindre cet atelier. Le sujet va être relativement court, 40 à 45 minutes, dans lequel va vous être présentée une initiative audacieuse. Celle-ci s'inscrit également dans une actualité qui nous invite à être d'audacieux conquérants, et vous allez le découvrir au fil de cette présentation. Elle sera aussi déclinée en anglais pour favoriser la compréhension de participants qui seraient anglophones. Je pense en particulier aux îles anglo-normandes, Jersey et Guernsey, que nous avons aussi associés à ce débat aujourd'hui sur la Youth Bank avec nos amis irlandais. Je vous remercie en tous les cas pour avoir répondu à cette invitation par votre présence. Alors, pour introduire le débat d'aujourd'hui, je voudrais rappeler l'œuvre d'un très grand écrivain qui a été visionnaire en proposant les États-Unis d'Europe. Cet écrivain précurseur, c'est Victor Hugo, qui a beaucoup regardé l'océan avec une œuvre exceptionnelle qui est Les Travailleurs de la mer. Et dans cette œuvre, Victor Hugo imagine la figure d'un roi au crinier de l'océan qui refuse l'usage de l'or et de l'argent sans son autorisation, et la seule monnaie dans son royaume est le coquillage, dont la mer est l'inépuisable coffre-fort. Alors, cette prophétie n'est pas tout à fait un hasard, puisqu'elle s'est matérialisée d'une façon assez étonnante dans les liens entre les liens transmanche entre la France, le Royaume-Uni, mais plus particulièrement l'Irlande, puisque des ostréiculteurs se sont associés avec des courtiers en coquillage et sont partis tenter leur chance en Irlande. Certains ont racheté des exploitations et ont fondé Sophie Shellfish, la société franco-irlandaise. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, je pense que tout le monde a connaissance de la grande richesse de ces terroirs que nous avons dans la baie, de Cancale à Blainville-sur-Mer, et très régulièrement, des fêtes, des festivals, des foires aux huîtres permettent justement de valoriser cette grande tradition. Ce qui est également intéressant, c'est de voir que finalement, dans ces échanges entre baie du Mont-Saint-Michel et Irlande, il y a eu également une très grande convoitise autour des coquillages, et en particulier des huîtres, qui représentent aujourd'hui une filière considérable, mais aussi des valeurs. On considère que 86% des huîtres irlandaises partent aujourd'hui vers la France, ce qui montre très bien l'importance de ce couloir transmanche, de cet arc atlantique avec nos voisins irlandais. C'est aussi l'intuition de Victor Hugo, qui a passé une partie de son exil dans les îles anglo-normandes. La dernière étape de sa vie a été ces 15 années littéraires extrêmement importantes, notamment à Guernesey, à Hauteville House, et je crois que c'est un écrivain qui a eu justement un flair assez remarquable à travers son œuvre des Travailleurs de la mer. Le coquillage est une monnaie toujours utilisée en Afrique et dans l'océan Indien. Donc on est sur un sujet qui, historiquement, est très puissant en matière d'innovation. Alors, les huîtres sont un processus
qui est assez long, puisque 3 à 4 années d'élevage sont nécessaires pour obtenir une huître commercialisable. Alors, c'est un processus qui est largement subventionné par l'Union européenne, d'où le lien avec nos amis irlandais, avec la baie du Mont-Saint-Michel. Et l'ostréiculture, pourtant, ne s'invente pas, puisque les naissins qui arrivent sur les côtes vont suivre plusieurs étapes de croissance et iront ensuite mûrir dans un terroir spécifique. Voilà en tous les cas un exemple de relations étonnantes qui ont pu exister avec nos voisins irlandais. Et c'est aujourd'hui un beau symbole en ce mois de mars qui célèbre la Saint-Patrick. Alors, il y a eu aussi une alchimie étonnante qui est la complémentarité acier transmanche, charbon irlandais, gallois et jerseyais. C'est un pôle d'échange qui a énormément stimulé les relations maritimes, à la fois au niveau de ports de la Manche, mais aussi de ports costarmoricains. Peut-être que certains d'entre vous ont en souvenir les charbonniers de Jersey, qui étaient ces bateaux qui transportaient du charbon et qui ont eu un rôle extrêmement important avec les côtes bretonnes, normandes et les pays celtiques, en particulier avec Cardiff, dans le pays de Galles, qui était un carrefour extrêmement important pour l'exportation du charbon avec le reste du monde. Sur les photos qui apparaissent, vous pouvez apercevoir aussi d'autres ports qui ont eu une histoire transmanche extrêmement forte. Je pense au port du Leguet à Saint-Brieuc, et tout ce cabotage a effectivement stimulé des liens extrêmement forts avec plusieurs bassins industriels, et je veux aussi citer le bassin industriel de Nantes-Saint-Nazaire, même si, bien entendu, d'autres ports ont été actifs dans ce mouvement, que ce soit Cherbourg, Granville, je parlais de Nantes, mais c'est aussi Lorient, Brest et le port de Saint-Malo. Alors, au-delà de ces échanges maritimes, il y a eu aussi d'autres liens, d'autres odyssées, et je vous propose de les aborder pour ce débat d'aujourd'hui sur les financements innovants entre la baie du Mont-Saint-Michel, Jersey et l'Irlande. L'une des grandes aventures qu'on a peut-être un peu oubliées, c'est la Free French Banking, qui a été un formidable point de ralliement de la France libre et qui a associé de façon indirecte certains réseaux irlandais qui avaient choisi, même s'il est important de rappeler, que l'Irlande avait choisi la neutralité pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, l'un des piliers de cette Free French Banking, c'est une figure qui s'appelle René Pleven et qui a agi dans l'ombre de Jean Monnet, le fondateur de l'euro. En tous les cas, tout ça pour vous dire que ces relations avec l'Irlande se sont aussi forgées dans des périodes de crise. Et la mémoire des conflits est encore très forte aujourd'hui, et de très grandes plumes irlandaises ont aussi matérialisé cette mémoire. L'un des plus illustres est un prix Nobel de littérature que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Samuel Beckett. Alors voilà un partenariat historique qui nous permet de nous projeter aujourd'hui dans un contexte très particulier lié au Brexit et plus largement à la question des frontières, puisqu'avec le Brexit, qui remet fondamentalement en cause les libertés communautaires que nous avons connues, les libertés de circulation, les transporteurs irlandais cherchent aujourd'hui à contourner le Royaume-Uni pour rejoindre l'eurozone. Et donc, c'est un élément qui pourrait aujourd'hui contribuer à relancer les échanges humains avec le pays du trèfle, qu'on surnomme aussi l'île d'Émeraude. Alors, pour relancer ces échanges et réfléchir à de nouvelles modalités dans ces autoroutes de la mer,
L'actualité a beaucoup parlé du rôle des compagnies maritimes, mais il y a eu à ce titre une grande place qui a joué un rôle stratégique dans ces autoroutes de la mer, c'est Venise, et qu'on a bien souvent oublié et qui a été extrêmement ingénieux pour partager des risques, puisque la Sérénissime République a été la première place dans l'échange de parts dans des navires. Les marchands du grand commerce mondial y échangeaient des participations dans des galères divisées en carats et mises ensuite aux enchères pour le développement de l'arsenal de Venise. Alors, l'ouverture de Venise sur le commerce méditerranéen, le commerce du Levant, a aussi nourri des relations étonnantes avec des comptoirs irlandais, mais aussi des comptoirs de la sublime porte qui était l'Empire ottoman. Et il y a eu un événement majeur qui a été souvent oublié, ce sont des cargaisons humanitaires qui ont été envoyées par le sultan pour apporter une aide humanitaire à l'Irlande. Et il y a encore des traces de ce contact qui ont été tissées avec la sublime porte et les échelles du Levant. Et tout l'enjeu d'aujourd'hui, il est justement de partager de la prise de risque, de l'inclusion financière, de nouveaux vecteurs d'échange, et c'est un sujet qui est sur les devants de l'actualité. Depuis 2016, le FMI a publié des études relatives à l'impact des technologies blockchain sur l'économie mondiale et interroge les possibilités d'inclusion financière. Alors, une autre actualité qui a aussi marqué les esprits, c'est celle d'un diplomate qui s'appelle Jean-Yves Le Drian et qui a lancé une campagne à travers une tribune qui a été publiée le 2 janvier dernier, France, your EU closest neighbor, France, votre voisin le plus proche. Et cette tribune publiée dans les colonnes du Irish Times est assez facile à retrouver et elle permet d'illustrer assez bien toutes les formes de coopération que l'on peut co-construire avec Jersey et en partenariat entre la baie du Mont-Saint-Michel et les îles anglo-normandes. En tous les cas, cette tribune a le mérite d'ouvrir un débat que je vous propose d'ouvrir et d'élargir aujourd'hui au sujet de la Youth Bank. Alors, j'ai voulu construire cette présentation en apportant le vécu et le recul d'un expatrié, puisque j'ai rencontré plusieurs représentants de la diaspora irlandaise au Moyen-Orient, où j'ai travaillé plusieurs années dans le Golfe Persique. Et donc, le débat que je vous propose d'avoir aujourd'hui sur les financements innovants s'inscrit dans la recherche de nouveaux leviers de construction et d'interdépendance européenne. L'argent doit être considéré surtout comme un levier, un tremplin qui a été beaucoup utilisé par les diasporas pour créer et pour investir. Et donc, l'argent est vraiment une forme d'énergie universelle pour faire bouger les choses et transformer les visions en réalité. Voilà, alors ce voyage dans l'espace et dans le temps me permet de faire la transition avec le débat d'aujourd'hui, à savoir, qu'est-ce que Newsbank ? Alors, c'est une publication que je vais vous présenter aujourd'hui et qui fait suite à un travail d'écriture avec des entrepreneurs et des cadres dirigeants. Il y a plusieurs années, j'ai invité à Paris le fondateur irlandais des Youth Bank pour présenter son concept. Et pour mieux comprendre l'alchimie de ce projet, je vous propose de regarder et de visionner une petite vidéo en anglais que vous pouvez retrouver facilement sur YouTube. Je vous enverrai le lien et les planches de cette conférence pour que vous puissiez facilement découvrir et comprendre le fonctionnement de manière opérante et l'implication des acteurs.
Et cette petite vidéo, je vous encourage à la parcourir sur YouTube. Elle est en anglais et elle vous permet d'apporter un premier élément, un premier aperçu sur le sujet « Qu'est-ce qu'une Youth Bank ?» Alors, l'idée, pour revenir à sa jeunesse, à ses origines, a essaimé aussi au Royaume-Uni. Et elle est née dans les années 90 en Irlande, où plusieurs organisations en charge de l'expression citoyenne des jeunes s'unissent pour collecter des fonds et notamment financer des projets portés par des jeunes avec une vocation citoyenne. La particularité de ces youth banks, c'est qu'elles sont gérées essentiellement par des jeunes âgés entre 20 et 25 ans, mais des référents plus âgés peuvent aussi venir en appui. L'un des éléments importants de cette expérimentation, ça a été aussi de faire en sorte que des facteurs de paix prévalent sur des facteurs de guerre. Et donc, le dispositif a aussi permis de réconcilier des catholiques et des protestants en mobilisant des acteurs jeunesse. C'est quelque chose de très important et je vous propose de découvrir comment se positionnent les youth banks. Alors, il s'agit d'une structure de financement participatif dédiée aux jeunes talents porteurs de projets innovants et qui va être très performant dans la mise en relation et le modèle de gouvernance, puisque l'objectif est d'être une structure gérée par les jeunes pour les jeunes. Et donc, l'idée est d'amener des jeunes générations vers le goût d'entreprendre et la prise de risque. Et donc, au final, gérer les graines d'un écosystème en matière de création de valeur dans tout ce qu'il y a de plus fort au niveau philosophique, que ce soit Aristote, Démocrite ou même les pensées et les travaux de saint Thomas d'Aquin. Alors, il ne s'agit pas de faire doublon avec des dispositifs existants, mais plutôt de trouver des modes d'action très innovants, ce qui veut dire que les missions de la Youth Bank sont variées. Il y en a 5 principales. La première, vous l'avez compris, c'est la mise en relation. La mise en relation de jeunes talents porteurs de projets innovants et des investisseurs locaux. Il existe aussi d'autres missions qui sont notamment d'obtenir des conseils personnalisés, des orientations vers des mentors, des réseaux qui souhaitent aider à accélérer le projet. Sur ce volet, la Youth Bank se veut plutôt un lieu de ressources et c'est un véritable incubateur de l'engagement. Donc la Youth Bank est aussi un outil qui permet de flécher des financements, des dispositifs publics d'appui à l'innovation. Et enfin, le pilier fondamental, c'est de proposer une participation financière. Et là, la décision d'attribution du financement est déterminée par une commission collégiale regroupant les membres de la Youth Bank et au vu de l'intérêt citoyen du projet, de son originalité et de sa viabilité. Alors, comment ce dispositif colle à des besoins? En fait, il y a eu beaucoup d'études sur le crowdfunding et on a réalisé que le financement par la foule, que les gens qui y participaient voulaient aller beaucoup plus loin. En répondant à des études, on a réalisé que 39%, pardon, on est presque à 40%, des crowdfunders se disaient intéressés pour aider un projet et participer en termes de conseils. Et en réalisant une analyse sociologique un peu plus fine, il est important de bien identifier les freins et les accélérateurs à l'entrepreneuriat des jeunes. Alors, il y a des chiffres, notamment l'INSEE, qui considère que 50 à 60% des jeunes ont envie de créer une entreprise. C'est un chiffre qui est important
Et cette intention de créer une entreprise, c'est malheureusement fragilisé par des freins. Tout d'abord, il y a l'essoufflement des jeunes face au circuit bancaire classique. Il y a aussi ce qu'on peut observer, c'est le manque de transition expérientielle entre l'adolescence, la fin d'études et l'âge adulte. Il existe aussi d'autres freins, mais ceux-ci illustrent bien souvent le manque de moyens financiers comme principal handicap à la concrétisation de leur projet de création. Alors, de nouveaux défis, il y en a, ils sont nombreux. Je crois qu'il faut citer la révolution numérique qui est extrêmement importante et qui fait aussi évoluer l'esprit d'entreprise. C'est un peu ce qu'on appelle la digital revolution qui contribue à modifier en profondeur et qui pourrait, à ce titre, proposer des alternatives intéressante pour créer de nouveaux liens, de nouveaux échanges entre la baie du Mont-Saint-Michel, l'Irlande et les îles anglo-normandes, Jersey et Guernsey. Donc c'est, je pense, un prisme à travers les jumelages qui pourrait justement les mettre en place et encourager de nouveaux échanges. Cancale est jumelé avec Saint-Clément, Avranches est jumelé avec Saint-Hélier. Et puis, dans la baie du Mont-Saint-Michel, nous avons aussi Granville, qui est jumelé avec Saint-Brelade. Voilà, en tous les cas, c'est ce qui révèle encore une fois un intérêt pour connecter les territoires et les intéresser à expérimenter des youth banks. Pour que cela fonctionne, il est important aussi de préciser que la déclinaison locale, notamment en Irlande et au Royaume-Uni, s'est articulée grâce à des golden rules. Cela prendrait un peu trop de temps à les expliquer. Toutefois, je vous propose de retenir l'une des règles fondamentales. C'est que les youth banks doivent être créés et gérés par des jeunes, même si des coachs et des mentors peuvent les soutenir, les aiguiller, les aider, mais sans les influencer. Alors, quelques missions structurantes sont aussi à retenir pour réussir l'architecture de la Youth Bank. Il faut des piliers solides. Parmi eux, on retrouve toujours la même chose, c'est de pousser des jeunes à s'associer et donc mener un travail permanent de sensibilisation, d'événements thématiques et de mise en place de réseaux. Ce qui peut expliquer dans la mise en œuvre du modèle irlandais et du modèle britannique de structures assez fortes de confédérations. Il existe des confédérations, des youth banks en Écosse, en Irlande, en Angleterre, et ces pôles vont être justement là pour apporter un support logistique, mais aussi institutionnel. Et donc, ce modèle irlandais des Youth Bank pourrait tout à fait se transposer en France avec la baie du Mont-Saint-Michel comme territoire d'expérimentation, en y associant les missions locales, les jeunes chambres économiques, les comités de jumelage. J'ai parlé de Cancale, mais aussi Avranches. Il y a bien sûr Granville. Et puis, ce sont aussi les espaces de coworking. C'est des partenaires transmanche, la Maison de la Normandie, les coopérations décentralisées, les relations européennes et les jumelages transmanche avec la baie du Mont-Saint-Michel qui peuvent certainement être des locomotives. Et c'est à ce titre le sens de mon ouvrage qui développe des préconisations pour expérimenter une Youth Bank pilote dans la baie du Mont-Saint-Michel, en expérimentant peut-être une relation triangulaire avec Avranches, jumelée avec Saint-Hélier, Cancale, jumelée avec la paroisse Saint-Clément, et Granville avec Saint-Brelade. Et donc, la parution que j'ai coécrite avec des entrepreneurs et des cadres dirigeants propose
justement différents scénarios de mise en place. Et donc, je suis très heureux de vous accueillir, de vous annoncer la publication d'un livre blanc que vous pouvez trouver facilement sur Internet et qui est un outil extrêmement intéressant pour débattre de la faisabilité de ce dispositif participatif. Imaginez une banque participative dans la baie du Mont-Saint-Michel. Alors, c'est une publication en français, mais que je peux également vous transmettre à l'ensemble des participants de cette visioconférence, si vous êtes intéressés, en format numérique, pour aller vraiment dans le sens d'un laboratoire d'idées. Parce que je crois que c'est aussi la vocation de la baie du Mont-Saint-Michel, qui, pendant longtemps, a été un pôle d'innovation avec des échanges de pièces de monnaie en bronze et en étain qui ont été très structurants dans les échanges entre l'Armorique et l'Irlande, mais aussi avec Césarée, l'ancien nom antique de Jersey. Et je suis sûr que cette riche histoire, parce que la baie du Mont-Saint-Michel a aussi été un laboratoire avancé pour permettre aux chevaliers des croisades de transmettre leur patrimoine, cette riche histoire peut certainement encourager de nouveaux leviers qui peuvent s'imaginer en permanence. Parmi des éléments alternatifs, beaucoup d'idées foisonnent et peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler du Media for Equity, qui consiste à offrir des espaces publicitaires à des associations et des startups. Et ce sont des grands groupes comme JC Aéroport de Paris, qui ont été très précurseurs dans son domaine. Mais peut-être qu'on peut trouver également des passerelles à développer avec Dublin, Jersey et l'ensemble des îles anglo-normandes renouées avec cet esprit des autoroutes de la mer qui a existé et qui a fait rayonner la mer Celtique au-delà, bien au-delà des océans grâce aux nombreuses diasporas. Je profite aussi pour vous signaler quelques outils numériques qui permettent de rester en veille sur le sujet. Il y a d'abord une page Instagram que vous pouvez trouver facilement, un compte Twitter et enfin une page Facebook. Ces communications sur ces outils se font en français, mais vous pouvez trouver facilement des éléments de traduction en anglais et je vous invite à vous approprier l'ensemble de ces éléments pour réfléchir à l'expérimentation de ce type de banque participative dans la baie du Mont-Saint-Michel. Avec les réseaux déjà existants, il ne s'agit pas d'être en doublon, le réseau Entreprendre, éventuellement les dispositifs publics d'appui à l'innovation qui existent déjà dans la baie, les réseaux d'entrepreneurs, les porteurs de projets innovants qui sont aussi extrêmement actifs, et puis le tissu associatif. Je reste en tous les cas à votre disposition pour vous transmettre, si cela vous intéresse, une copie du petit ouvrage sur l'innovation que j'ai consacré au Youth Bank. C'est une inspiration irlandaise qui mérite véritablement de renouer des liens. L'Irlande est le pays du trèfle et la Fondation Alliance française aujourd'hui est en train d'engager une nouvelle configuration d'alliance verte et je pense que la couleur du trèfle peut être aussi peut-être une boussole pour réfléchir à de nouvelles activités innovantes qui mobilisent à la fois des financements innovants, qui permettent de développer dans les territoires des activités éco-responsables et les jumelages peuvent certainement servir de canaux de passage de témoins entre la jeunesse et les nouvelles générations. Je voudrais vous remercier pour votre attention. Je ne vais pas aller plus loin et je vous propose de participer à cette discussion. Il y a une bulle de discussion si vous souhaitez
relayer des questions, des réactions, ou sinon, vous pouvez également prendre la parole. Merci à tous encore une fois, et si vous avez des questions, je vous propose de réagir. Alors, il y a une bulle discussion où vous pouvez également mettre en avant des questions, des remarques, et dans lequel vous pouvez également faire part peut-être d'intuitions ou de propositions qui vont dans ce sens, à savoir dans le cadre de vos différents voyages, de vos différents déplacements, des outils ou des banques participatives similaires qui ont peut-être existé avec des fondations, des organes philanthropiques. En tous les cas, pour avoir échangé avec des acteurs à la fois sur Granville au titre de son jumelage anglo-normand, Avranches avec sa relation avec Saint-Hélier, et enfin Cancale au titre de son jumelage avec la paroisse Saint-Clément, le secteur philanthropique peut effectivement être un public extrêmement captif et réceptif à cette idée. Il y a sans doute aussi des propositions festivalières, des événements qui peuvent aussi contribuer à peut-être fédérer justement les acteurs transmanche et irlandais autour de ce projet. Je pense au carnaval de Cancale qui rencontre beaucoup de succès avec des participations régulières de délégations de Saint-Clément et de Jersey. Il y a bien sûr le carnaval de Granville. Ce sont des traditions festivalières qui ont aussi bénéficié aussi d'un plaidoyer pour être inscrites à l'UNESCO. Et je pense qu'on pourrait tout à fait encourager à créer dans le cadre de ces événements le carnaval, bien sûr, à Jersey, à Saint-Hélier aussi mériterait d'être valorisé, les fleurs de Jersey qui pourraient être puissance accueillante de l'événement. Et puis la mémoire, peut-être aussi le patriotisme qui a aussi rapproché les deux bords, les deux côtés de la Manche. Et c'est Fort Régent qui a peut-être en tant que leisure center pourrait être justement une passerelle de transmission pour intéresser des insulaires qui voudraient justement travailler avec les côtes normandes et bretonnes et avec l'Irlande. Je vous remercie pour votre attention. Je vais à ce moment-là, s'il n'y a pas d'autres questions, clore les échanges. La vidéo, la visioconférence est enregistrée et la vidéo sera retransmise sur YouTube si vous souhaitez participer. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée.